Il existe des dessins animés conçus pour faire rire, pour offrir une échappatoire, pour laisser défiler des couleurs et des sons sans qu'on ait réellement besoin d'y réfléchir. Mes parrains sont magiques et précisément ce genre de série. À première vue, c'est une explosion de couleurs vives, de voix exagérées et de souhaits absurdes. Mais sous cette couche d'humour et de magie se cache un récit étonnamment silencieux, presque mélancolique et parfois douloureusement reconnaissable. Au centre de tout cela se trouve Timmy Turner, un garçon de 10 ans. Toujours 10 ans. Figé dans un âge qui ne change jamais. Comme si le temps lui-même avait décidé de l'empêcher de grandir. Timmy vit dans une maison où ses parents sont techniquement présents, mais émotionnellement souvent absents. Ils sont occupés, superficiels et surtout centrés sur eux-mêmes. Pas méchants, pas consciemment cruels, mais absents de cette manière silencieuse qui est parfois encore plus douloureuse. Ils l'oublient, ils ne l'écoutent pas, ils ne le voient pas vraiment. Et puis, il y a Vicky, la babysitter. Dans beaucoup de dessins animés, les adultes sont stricts ou maladroits. Vicky est autre chose. Elle est une caricature du pouvoir sans empathie. Elle crie, elle intimide, et elle semble prendre un plaisir évident à la peur de l'enfant qui lui est confié. Pour Timmy, elle n'est pas un obstacle comique, mais une réalité quotidienne. Un symbole de sa petitesse et de son impuissance dans sa propre vie. Il est important de comprendre que Cosmo et Wanda n'apparaissent pas parce que Timmy est spécial. Ils apparaissent parce qu'il est malheureux. Dans la logique du monde, de mes parrains sont magiques. Seuls les enfants portant une tristesse profonde et structurelle se voient attribuer des parrains magiques. Pas ceux qui ont juste une mauvaise journée, mais ceux qui sont durablement seuls, invisibles, sans endroit sûr pour être eux-mêmes. La magie n'est pas une récompense, c'est une solution d'urgence. Cosmo et Wanda sont, au fond, des amis imaginaires, soumis à des règles. Cosmo est impulsif, naïf, chaotique. Wanda est attentionnée, rationnelle, protectrice. Ensemble, ils forment une sorte de famille de remplacement pour Timmy. Pas parfaite, pas stable, mais présente. Ils écoutent, ils répondent, ils restent. Et cela suffit déjà à faire en sorte que Timmy se sente moins seul. Pourtant, la magie qu'ils apportent n'est jamais totalement libératrice. Chaque souhait formulé par Timmy, qu'il soit immense ou insignifiant, est soumis au livre des règles. Cet énorme code absolu qui détermine ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. Il ne peut pas forcer l'amour. Il ne peut pas vraiment changer les gens. Il ne peut pas se rendre plus âgé. Il ne peut pas résoudre définitivement les problèmes fondamentaux de sa vie. Chaque vœu est temporaire. Chaque solution s'évapore. À la fin de la journée, tout revient à l'état initial. Et c'est peut-être là l'aspect le plus tragique de la série. Timmy peut réécrire le monde, mais jamais se libérer lui-même. Il peut s'échapper, mais pas partir. Il peut rêver, mais jamais se réveiller dans une autre réalité. La magie agit comme un pansement sur une blessure qui ne guérit pas. Dimmsdale, la ville où vit Timmy, est un endroit étrange, une version exagérée du monde réel, vue à travers les yeux d'un enfant. Les écoles y sont hostiles et autoritaires. Les professeurs crient, les punitions sont absurdes et la compréhension est rare. Les médias sont bruyants et superficiels, toujours en quête de sensationnel. Les adultes détiennent le pouvoir, mais semblent rarement savoir quoi en faire. Pour un enfant qui ne se sent déjà pas entendu, c'est exactement ainsi que le monde peut apparaître. Grand, chaotique et jamais pensé pour toi.
L'un des éléments les plus subtils, mais aussi les plus importants de la série, est le fait que personne ne se souvient de Cosmo et Wanda lorsque Timmy n'a plus activement besoin d'eux. Ils disparaissent de la mémoire des autres, comme si le monde refusait de reconnaître que Timmy a besoin d'aide, comme si sa tristesse ne pouvait exister qu'à condition de rester invisible. Au fil des années, la série introduit toujours plus de personnages, plus de couches, plus de chaos. Mais au fond, rien ne change vraiment. Timmy reste âgé de 10 ans. Ses parents restent absents. Vicky reste cruelle. Le monde reste indifférent. Et c'est peut-être précisément pour cette raison que tant de personnes, même des années plus tard, trouvent un étrange réconfort dans ce dessin animé. Parce qu'il dit honnêtement quelque chose qui est rarement formulé. Certains problèmes ne disparaissent pas, même avec de la magie. Comme Histoire du soir, mes parrains sont magiques et presque parfaits. Chaque épisode commence par l'espoir, par un vœu, par l'idée que cette fois, tout sera différent. Et chaque épisode se termine dans le calme, dans l'acceptation, par un retour au familier. Tandis que les images de fées flottantes et de châteaux roses s'estompent lentement, il est peut-être bon de se rappeler que cette série ne parle pas seulement de magie. Elle parle d'un enfant qui essaie de survivre dans un monde trop grand pour lui. De l'imaginaire comme refuge, des souhaits comme soulagement temporaire, et de la façon dont même les dessins animés les plus absurdes peuvent parfois se rapprocher dangereusement de la vérité. Lorsque l'on passe plus de temps dans l'univers de Mes parrains sont magiques, on commence à remarquer que la véritable magie ne se déroule pas à Dimmsdale, mais bien au-dessus. Dans une dimension cachée, invisible pour presque tous, se trouve le monde des fées. Un lieu qui semble d'abord être un royaume féerique joyeux, rempli de nuages, de couleurs pastel et de bâtiments flottants, mais qui se révèle, à y regarder de plus près, étonnamment strict et froid. Le monde des fées n'est pas un paradis, c'est une bureaucratie, un système, une société fondée sur les règles, la hiérarchie et le contrôle. Les fées n'y existent pas pour être libres, mais pour servir. Elles sont affectées, surveillées, évaluées et, si nécessaire, punies. Cosmo et Wanda ne sont pas des esprits libres qui choisissent d'aider Timmy. Ce sont des employés. Et Timmy est leur mission. À la tête de ce système se trouve Jorgen von Strangle, une fée outrageusement musclée qui hurle sans cesse, avec un accent allemand et une obsession pour l'ordre et la discipline. Il est drôle, absurde, caricatural, mais il représente quelque chose de très réel. Une autorité sans nuance. Pour Jorgen, les règles sont plus importantes que les gens, que les enfants, que le contexte. Le livre des règles est sacré, et quiconque le transgresse est puni sans ménagement. Ce qui frappe, c'est le peu d'empathie que le monde des fées semble éprouver pour les enfants eux-mêmes. Le système reconnaît leur douleur uniquement tant qu'elle reste dans des cadres prédéfinis. Un enfant peut être malheureux, mais pas trop. Il peut souhaiter, mais pas excessivement. Il peut rêver, mais pas s'échapper. Comme si le monde des fées n'avait pas été conçu pour résoudre les problèmes, mais pour les rendre gérables. Et c'est peut-être là l'idée la plus troublante de la série. Même la magie est rationnée. Lorsque Timmy perd presque ses parrains magiques, ce qui arrive à plusieurs reprises, ce n'est jamais un moment émotionnel pour le monde des fées. C'est une procédure administrative. Une redistribution des ressources. Comme si son bonheur était un dossier que l'on peut fermer dès qu'il ne répond plus aux critères.
Lorsque Timmy semble aller un peu mieux, Cosmo et Wanda sont immédiatement rappelés. Non pas parce qu'il n'a plus besoin d'aide, mais parce que le système ne tolère aucune exception. Dans ce contexte, Cosmo et Wanda acquièrent eux aussi une dimension tragique. Cosmo est souvent présenté comme stupide et incompétent, mais cela le rend aussi vulnérable. Il ne comprend pas entièrement le système, et c'est précisément pour cela qu'il en doute parfois. Wanda, elle, le comprend, et cela l'épuise. Elle sait que certaines règles sont injustes, mais elle sait aussi que toute résistance a des conséquences pour elle, pour Cosmo et pour Timmy. Leur amour pour Timmy est sincère, mais toujours limité. Ils peuvent le réconforter, mais pas le sauver. Ils peuvent l'accompagner, mais pas le libérer. Et au fond d'eux-mêmes, ils savent que leur temps auprès de lui est compté. Un jour, Timmy sera trop vieux. Un jour, il oubliera tout. Et alors, le monde des fées fera comme s'il n'avait jamais existé. Lorsqu'un enfant perd ses parrains magiques, sa mémoire est effacée. Pas partiellement, pas symboliquement, totalement. Tous les souvenirs de magie, de souhait, de ces moments où il s'est senti un peu moins seul, disparaissent. C'est une suppression douce, silencieuse, comme si le système murmurait « Tu n'aurais jamais dû voir ça ». Pour beaucoup de fans, cela ressemble à une métaphore du passage à l'âge adulte, de la façon dont l'imaginaire disparaît lentement, pas avec fracas, mais avec un murmure. À côté du monde des fées existent aussi des forces opposées. Les antifées, par exemple, sont le miroir inversé des fées. Elles exaucent l'inverse des souhaits. Elles apportent le malheur au lieu du bonheur, le chaos au lieu de l'ordre. Mais elles aussi fonctionnent selon des règles. Elles ne sont pas libres. Elles font partie du même jeu cosmique, simplement de l'autre côté de l'échiquier. Puis il y a les lutins, froids, rationnels, dénués d'émotions. Là où les fées le montrent, encore des sentiments. Les lutins incarnent l'efficacité pure. Ils parlent en langage de management, pensent en chiffres et voient les souhaits comme des transactions. Pour eux, le bonheur n'est pas une émotion, mais une statistique. Lorsqu'ils prennent le contrôle du monde des fées, tout devient strict, gris et sans vie. Une critique évidente d'un monde où l'efficacité passe avant l'humanité. Ce qui relie tous ces éléments, c'est l'idée que la magie, dans cette série, n'est jamais vraiment libre. Tout a un prix, tout a des conditions, et tout peut être retiré. Timmy lui-même semble le comprendre, quelque part, même s'il ne peut pas l'exprimer avec des mots. Il utilise souvent ses souhaits de manière impulsive, parfois égoïste, parfois stupide. Mais de temps en temps, dans des moments plus calmes, on sent qu'il aspire à quelque chose de simple, de durable. L'amitié, la compréhension, un endroit où il n'a pas besoin de souhaiter pour être vu. Ces moments sont courts. Ils disparaissent vite sous les blagues et le chaos, mais ils existent. Et c'est précisément pour cela qu'ils restent en tête. Tandis que l'on s'enfonce lentement. À mesure que le monde des fées et Dimmsdale se confondent, il devient clair que mes parrains sont magiques, ne racontent pas seulement une histoire de magie, mais aussi de systèmes qui prétendent aider, alors qu'ils cherchent surtout à se maintenir eux-mêmes. De la façon dont même le surnaturel peut être enfermé dans des règles que personne n'ose briser. Il y a encore autre chose qui devient perceptible lorsqu'on reste longtemps avec cette histoire. Quelque chose qui ne saute pas immédiatement aux yeux, mais qui se fait sentir lorsqu'on cesse de chercher les blagues
et qu'on commence à écouter les silences entre elles. La vie de Timmy Turner est faite de répétitions. Pas la répétition rassurante des routines qui offrent de la sécurité, mais la répétition épuisante de journées qui se ressemblent trop. Chaque matin, il se réveille dans la même chambre. Chaque jour, il va à la même école. Chaque soir, il rentre dans une maison où personne ne lui demande vraiment comment il va. Et chaque nuit, il ferme les yeux avec la même pensée. Demain sera probablement exactement pareil. C'est peut-être pour cela que les souhaits sont si séduisants. Pas parce qu'ils sont grandioses, mais parce qu'ils brisent, ne serait-ce qu'un instant, cette répétition. Un souhait est une pause, une respiration dans une vie trop rigide. Et pour un enfant qui se sent invisible, tout changement vaut mieux que l'immobilité. Les souhaits de Timmy sont souvent impulsifs. Il souhaite sans réfléchir aux conséquences. La série en fait une source d'humour, mais il y a là quelque chose de profondément reconnaissable. Car l'impulsivité n'est pas toujours de la bêtise. Parfois, c'est du désespoir, le sentiment qu'il faut quelque chose maintenant, parce que l'attente est trop lourde, parce que l'avenir est trop flou pour être digne de confiance. Alors on souhaite, on attrape, on espère, et Cosmo et Wanda le savent. Ils l'avertissent, mais ils le condamnent rarement. Ils comprennent que les souhaits ne naissent pas de la cupidité, mais d'un manque, de quelque chose qui fait défaut et qui est difficile à nommer. Parfois, c'est de l'attention, parfois de la sécurité, parfois simplement le sentiment que quelqu'un est de ton côté. Lorsque Timmy interagit avec d'autres enfants, on voit à quel point chacun gère sa réalité différemment. Chester, par exemple, vit dans la pauvreté, mais semble l'accepter avec une honnêteté brute. Il se plaint, il râle, mais il ne cache pas sa situation derrière la fantaisie. Ce qui frappe, c'est que Timmy souhaite rarement être réellement compris par ses amis. Il souhaite le pouvoir, l'aventure, le spectacle, comme s'il sentait intuitivement que la compréhension ne peut pas être forcée, que le véritable lien était quelque chose que la magie ne peut pas fabriquer. Alors il tourne autour, encore et encore, espérant que le prochain souhait touchera peut-être le vide par hasard. La série joue souvent avec des scénarios extrêmes, des mondes réécrits, des lignes temporelles qui s'effondrent, des réalités qui se déplacent. Mais dès que tout devient trop grand, trop définitif, le système intervient. Tout est annulé, tout est restauré. Comme si le monde lui-même refusait de changer tant que Timmy y vit. Comme si son existence était liée à la stagnation. Certains spectateurs y voient une nécessité narrative. D'autres y lisent quelque chose de symbolique. L'idée que des enfants peuvent parfois être prisonniers de circonstances qui les dépassent, qu'ils peuvent rêver de changement, sans avoir le pouvoir de le rendre durable. Et que le monde, aussi absurde soit-il, continue simplement comme avant. Il y a des moments où Timmy semble presque conscient de la fragilité de sa situation. De petits moments, un regard, un silence, une hésitation avant de formuler un souhait. Comme s'il savait, quelque part, qu'il marche sur le fil de quelque chose qu'il ne contrôle pas. Qu'un seul mauvais souhait, une seule règle mal appliquée, pourrait tout faire disparaître. Le calme est rare dans la série. Tout bouge, tout crie, tout arrive en même temps. Mais sous ce bruit constant se cache une fatigue profonde. Pas seulement chez Timmy, mais aussi chez Wanda. Elle porte le poids du savoir. Elle comprend le système. Elle sait ce qui va arriver. Et pourtant, elle continue, parce qu'elle sait que sans elle, sans Cosmo,
Timmy serait complètement seul. Cosmo, lui, semble parfois insouciant. Mais c'est précisément son incompréhension qui le rend pur. Il ne doute pas des règles, parce qu'il ne les comprend pas entièrement, et c'est pour cela qu'il ressent moins la peur des conséquences. Il vit dans l'instant. Et c'est peut-être exactement ce dont Timmy a besoin. Quelqu'un qui ne regarde pas constamment vers la fin inévitable. Car cette fin plane toujours, même si elle est rarement nommée. Le jour où Timmy sera trop vieux. Le jour où la magie disparaîtra. Le jour où il se réveillera sans aucun souvenir des êtres qui l'ont protégé pendant des années contre une solitude totale. Rien que cette idée est inconfortable. Pas parce qu'elle est tragique de manière spectaculaire, mais parce qu'elle est silencieuse, définitive. Être oublié sans le savoir. C'est peut-être la punition la plus cruelle du monde des fées. Et pourtant, Timmy continue. Il souhaite, il rit, il échoue, il recommence. Non pas parce qu'il pense pouvoir gagner, mais parce que s'arrêter n'est pas une option. Tant qu'il souhaite, tant que Cosmo et Wanda sont là, il y a du mouvement. Plus on reste auprès de Timmy Turner, plus son monde ressemble à un endroit qui n'a pas été conçu pour y vivre, mais pour y rester bloqué. Tout y est présent, mais rien n'avance vraiment. Comme si Dimmsdale était un décor reconstruit chaque matin, exactement le même, avec les mêmes maisons, les mêmes rues, les mêmes visages. Pour un enfant, cela peut sembler rassurant, mais aussi étouffant, surtout quand on a l'impression de ne pas changer soi-même. Les souhaits, dans ce monde, sont rarement pensés comme des solutions à long terme. Ce sont des pansements, des distractions, de courtes interruptions d'un poids trop lourd à porter en continu. Et c'est peut-être pour cela que les règles sont si strictes. Pas seulement pour éviter les abus, mais pour s'assurer que les souhaits ne deviennent jamais durables. Ou peut-être justement pour les rendre addictifs. Car qu'y a-t-il de plus addictif que quelque chose qui fonctionne sans jamais durer? Chaque souhait se termine par une réinitialisation. Tout revient à l'état initial. Et quelque part, Timmy apprend ainsi que le progrès est temporaire, que tout ce qui fait du bien peut disparaître. C'est une leçon que personne ne lui enseigne explicitement, mais qu'il vit encore et encore. Lorsqu'il est confronté à Crocker, on voit une autre facette de ce thème. Crocker est un adulte qui a lui aussi eu des parrains magiques. Quelqu'un qui a enfreint les règles. Quelqu'un qui a tout perdu. Sauf le sentiment d'avoir perdu quelque chose. Il est l'avenir que le monde des fées préfère cacher. La preuve que connaître la magie sans pouvoir y accéder est insupportable. Crocker hurle. Il s'emporte. Il est ridicule. Mais sous cette exagération se cache une frustration pure. Celle qui naît quand on sait qu'il a existé quelque chose qui rendait la vie supportable, et qu'on ne le retrouvera jamais. C'est peut-être pour cela qu'il est si obsédé par Timmy. Pas seulement parce qu'il veut révéler son secret, mais parce qu'il se reconnaît en lui. Un enfant qui reçoit de l'aide parce qu'il en a besoin. Un enfant qu'il a été autrefois. Et peut-être aussi un avertissement de ce que Timmy pourrait devenir. Et peut-être est-ce précisément cela qui est si effrayant. Car les souvenirs sont la seule véritable continuité dans un monde qui se réinitialise sans cesse. Si Timmy perdait ses parrains magiques et oubliait tout, serait-il libre? Ou vivrait-il simplement une autre version de la même solitude, sans les mots pour la nommer? La série ne pose jamais cette question à voix haute, mais elle flotte constamment dans l'air. Ce qui frappe aussi, c'est la rareté avec laquelle Timmy souhaite changer ses parents.
Ils ne souhaitent pas de meilleurs parents, pas des parents plus présents, pas des parents qui le comprennent, comme s'ils sentaient instinctivement que ces souhaits sont trop dangereux, trop fondamentaux, comme s'ils savaient que certaines choses ne peuvent pas être réparées par la magie sans en briser d'autres. À la place, ils acceptent leur absence comme un fait. Et c'est peut-être l'un des aspects les plus réalistes de la série, car les enfants changent rarement leurs parents. Ils s'adaptent. Ils cherchent d'autres sources de sécurité, d'autres endroits où être eux-mêmes. La série montre aussi comment le pouvoir fonctionne du point de vue d'un enfant. Les adultes ont toujours raison, même lorsqu'ils ont manifestement tort. Les règles sont arbitraires, les punitions disproportionnées et les explications absentes. Ce sentiment d'impuissance est poussé jusqu'à l'absurde, mais c'est justement ce qui le rend si reconnaissable. Parce que, pour un enfant, le monde ressemble souvent exactement à cela. Et pourtant, l'humour reste, la couleur reste, le mouvement reste, parce que sans cela, ce serait insupportable. Mes parrains sont magiques, c'est exactement jusqu'où aller sans devenir trop lourd. Chaque pensée sérieuse est suivie d'une blague. Chaque silence, de chaos. Comme si la série elle-même avait peur de rester trop longtemps sur ce qui se joue réellement. Mais toi, en tant qu'auditeur, tu peux le faire. Tu n'es pas obligé de rire. Tu n'as rien à refouler. Tu peux simplement laisser ce monde exister, sans jugement, sans urgence. C'est peut-être aussi pour cela que la série continue de fonctionner, même quand on n'est plus un enfant depuis longtemps, parce qu'elle reflète quelque chose qui n'est pas lié à l'âge. Le sentiment d'être coincé, le désir d'une issue, l'usage de la fantaisie comme protection contre quelque chose de trop grand pour être affronté directement. L'une des théories les plus discutées parmi les fans est l'idée que Timmy Turner n'a plus 10 ans depuis longtemps, qu'il n'est pas coincé dans une boucle temporelle par hasard ou par magie, mais par nécessité, par peur, par un profond désir de ne pas avancer. Dans cette théorie, Timmy aurait peut-être 12 ans, 15 ans, ou même plus, mais les règles l'obligeraient à rester physiquement et mentalement âgé de 10 ans, tant qu'il conserve ses parrains magiques. Car grandir signifie lâcher prise. Et lâcher prise signifie tout oublier. La série elle-même joue subtilement avec ça. Timmy reste toujours dans la même classe. Son monde change à peine, alors que certains personnages, eux, semblent parfois grandir ou se déplacer. La technologie change, la pop culture change, mais pas Timmy. Il est un point fixe dans un monde en mouvement. Et plus cela dure, plus cela paraît contre nature. Certains fans vont encore plus loin et suggèrent que les souhaits de Timmy ne changent pas seulement le monde autour de lui, mais aussi sa propre perception. Que Dimmsdale n'est pas si absurde parce qu'elle l'est réellement, mais parce que Timmy la voit ainsi. Les adultes sont des caricatures parce qu'il ne les comprend pas. L'autorité est braillarde et stupide parce que c'est ce que ça fait quand on est un enfant face au pouvoir. Tout est exagéré parce que ses émotions le sont aussi. Dans cette lecture, Mes parrains sont magiques n'est pas un récit fantastique, mais une expérience subjective. On voit le monde comme Timmy le ressent. Et soudain, tout devient beaucoup plus personnel, beaucoup plus intime et beaucoup plus triste. Puis il y a la théorie selon laquelle Cosmo et Wanda n'existent pas littéralement, mais seraient des manifestations de mécanismes de survie. Cosmo comme impulsion et chaos, Wanda comme soin et structure. Deux faces d'un même système intérieur
qui aide Timmy à composer avec un monde qu'il ne peut pas contrôler. Les règles ne seraient alors pas un code magique, mais les limites invisibles de ce que l'imaginaire peut faire pour lui, sans briser complètement la réalité. La perte de mémoire joue ici un rôle crucial, parce qu'à chaque fois que Timmy risque de perdre ses parrains magiques, il est terrifié. Pas parce qu'il perd ses pouvoirs, mais parce qu'il les perd, eux, la seule constante de sa vie. Et peut-être qu'au fond, il sait que s'ils disparaissent, il restera seul avec tout ce qu'il a repoussé pendant tout ce temps. Une autre théorie, populaire mais dérangeante, suggère que les parents de Timmy ne sont pas simplement inattentifs, mais émotionnellement indisponibles à un niveau bien plus profond, qu'ils ont leurs propres problèmes, leurs propres désillusions, et que Timmy a appris très tôt à se rendre invisible. Les souhaits deviennent alors une façon d'obtenir de l'attention sans avoir à la demander, de sentir du contrôle sans confrontation. Même Vicky reçoit, dans certaines interprétations, une autre charge symbolique. Pas seulement comme une babysitter monstrueuse, mais comme le symbole de tout ce sur quoi Timmy n'a aucune prise. Des règles qui font mal, un pouvoir exercé de manière arbitraire, une adultité sans empathie. Elle n'est pas réaliste, parce que la peur l'est rarement. Ce qui frappe, c'est que la série ne confirme ni ne nie explicitement aucune de ces théories. Et c'est probablement volontaire, parce que mes parrains sont magiques, fonctionnent au mieux dans cet espace d'incertitude, où tout peut être vrai, mais où rien n'est figé. Comme des pensées juste avant de s'endormir, comme des souvenirs d'enfance qui se déforment, s'effacent et deviennent parfois plus doux, plus vastes qu'ils ne l'ont jamais été. Il existe des épisodes où Timmy souhaite que tout le monde le comprenne, ou qu'il soit plus âgé, ou que le monde soit plus juste. Et presque toujours, ça tourne mal. Pas parce que le souhait est mauvais, mais parce que le système autour ne permet pas que ses désirs soient satisfaits simplement. Comme si la série chuchotait, encore et encore. Certaines choses ne s'imposent pas. Certaines choses se traversent. Et certaines choses se perdent, peu importe la force avec laquelle tu souhaites. C'est peut-être pour cela que mes parrains sont magiques, malgré tout l'humour et le chaos, laissent une empreinte si durable, parce que c'est honnête sur l'impuissance, sur la sensation que ta vie est gouvernée par des règles que tu n'as pas écrites, sur le désir d'être ailleurs, d'être quelqu'un d'autre, même si ce n'est pas réellement possible. La série n'a jamais commencé avec l'intention de devenir aussi grande. C'était une expérience, une idée née de courts films d'animation où la vitesse et l'humour contiennent plus que la cohérence. Dans ces premiers épisodes, on le sent clairement. Le monde est plus souple. Les règles sont floues. Les personnages changent de personnalité dès que c'est plus drôle. Mais à mesure que la série a rencontré le succès, tout a commencé à se rigidifier. Les règles sont devenues plus strictes. La continuité, plus importante. Et c'est précisément pour cela que les fissures sont devenues visibles. L'un des faits les plus frappants, c'est à quel point la série se contredit souvent. Les règles sont constamment réécrites, ajustées ou ignorées temporairement. Parfois, Timmy peut souhaiter quelque chose qui était auparavant explicitement interdit. Parfois, l'effacement de mémoire semble absolu. Et parfois, il disparaît comme ça, sans explication. Pour les enfants, c'est un chaos ludique. Mais pour les spectateurs plus âgés, on a presque l'impression que la série se débat avec ses propres fondations.
comme si le système de règles était aussi instable que le monde qu'il prétend contrôler. En coulisses, il se passait aussi beaucoup de choses. La pression de production, les délais et la demande constante de nouveaux épisodes ont fait que toutes les intrigues n'ont pas reçu l'attention qu'elles méritaient. Certaines idées ont été introduites, puis jamais réutilisées. De nouveaux personnages sont apparus, ont changé la dynamique, puis ont disparu sans explication. Pour certains fans, cela ressemble à une dégradation. Pour d'autres, c'est justement la preuve que Mes parrains sont magiques n'a jamais été conçu pour être parfaitement logique, mais pour ressembler à un rêve qui se réinvente sans cesse. La censure a aussi joué un rôle plus important que beaucoup de spectateurs ne l'imaginent. Différentes blagues, certains dialogues et même des indices visuels ont été modifiés ou supprimés selon le pays ou l'époque de diffusion. Des références subtiles à des thèmes adultes, à l'angoisse existentielle ou à la négligence émotionnelle ont parfois été atténuées, parfois entièrement retirées. Ce qui restait, c'était une version de la série qui semblait plus sûre, mais aussi un peu moins tranchante. Et pourtant, il y a des moments qui ont réussi à se faufiler entre les mailles du filet. Des moments où le silence pèse plus lourd que la blague qui suit. Il existe des épisodes où Timmy dit explicitement qu'il se sent oublié. Pas en colère, pas hystérique, juste oublié. Des phrases vite balayées par l'humour, mais qui restent parce qu'elles sont trop vraies. Parce qu'elles touchent quelque chose qui ne peut pas être complètement noyé sous le rire. Ce sont ces moments où l'on sent que les créateurs, consciemment ou non, ont laissé quelque chose de personnel dans le scénario. Il est aussi intéressant de voir comment le ton de la série se déplace lentement avec les années. Les premières saisons sont plus petites, plus intimes, davantage centrées sur l'expérience de Timmy. Les saisons suivantes deviennent plus grandes, plus bruyantes, plus remplies. Plus de personnages, plus de chaos, plus de spectacle. Pour certains, c'est une évolution. Pour d'autres, c'est la perte de quelque chose de fragile. Comme si la série, tout comme Timmy, se recouvrait peu à peu de couches de bruit pour cacher quelque chose de silencieux. Et ainsi, on arrive doucement à la fin de cette longue histoire, douce et feutrée. Pas avec un climax, pas avec une conclusion définitive, mais exactement comme Mes parrains sont magiques a toujours existé, sans véritable fin, sans véritable fermeture, comme si le récit devenait simplement plus discret, puis se dissolvait dans l'arrière-plan de tes pensées. Parce que c'est peut-être là le plus grand héritage de la série. Pas les blagues, pas les souhaits, pas même la magie, mais la sensation. Cette sensation étrange, chaleureuse, légèrement triste, qui reste après que l'écran devient noir. Le sentiment d'avoir vu quelque chose de plus profond que ce que ça semblait être, sans réussir à le nommer précisément. Les après-midi après l'école. La télévision allumée, sans que tu saches vraiment pourquoi. Le confort de la répétition. Toujours les mêmes personnages, les mêmes voix, les mêmes règles. Dans un monde qui change sans arrêt, la série offrait quelque chose de rare, de la prévisibilité. Et pour un enfant, cela peut ressembler à de la sécurité. À mesure que les années passaient et que la série continuait bien plus longtemps que prévu, la façon dont les gens la regardaient a changé elle aussi. Certains ont décroché, d'autres sont restés, et d'autres encore ne sont revenus que bien plus tard, adultes, avec un autre regard. Et c'est justement ce retour qui a donné une seconde vie à la série,
plus seulement comme programme pour enfants, mais comme objet d'analyse, de nostalgie et d'interprétation. Sur Internet, Timmy Turner a commencé à changer. De personnage principal d'un dessin animé drôle, il est devenu le symbole de quelque chose de plus grand, de l'immobilité, de l'absence d'écoute, de la sensation que ta vie s'arrête pendant que tout autour de toi continue. Des mèmes, des essais, des vidéos ont mis des mots sur ce qui, autrefois, n'était que ressenti. Et soudain, il est devenu clair pourquoi cette série, parmi toutes les cartoons de cette époque, restait si présente. Peut-être parce que Timmy ne gagnait jamais vraiment. Il n'obtenait pas de victoire permanente, pas d'évasion définitive, pas de conclusion adulte. Son histoire restait ouverte, et grâce à cela, chacun pouvait y déposer quelque chose de soi. Pour certains, c'était un petit garçon drôle avec des souhaits idiots. Pour d'autres, une figure tragique coincée dans un système qui l'empêche de grandir. Et pour beaucoup, il était simplement un compagnon silencieux. Peut-être est-il fait pour continuer d'exister comme l'écho de quelque chose que nous avons tous été un jour. Un enfant qui souhaitait que le monde soit un peu plus gentil, un peu plus doux, un peu plus juste.